Bienvenue congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. Dans les épisodes précédents, nous avons fait un tour d'horizon des différents types de sélection que l'on trouve dans la nature. Cependant, il nous reste à aborder la sélection faite par l'homme. C'est le thème d'aujourd'hui. Ça tombe bien, hein. Comme quoi t'es pas complètement moisi finalement. Commençons. Il s'agit de la première forme de sélection mise en évidence par Darwin dans son Origine des espèces. Il prend notamment l'exemple de l'élevage des pigeons et des différentes variétés que l'homme a produites à partir d'une souche sauvage unique. C'est de là que Darwin imaginera un mécanisme similaire dans la nature, la fameuse sélection naturelle. Par le biais de la variation aléatoire et naturelle des individus, l'homme s'est mis à sélectionner et à croiser entre eux certains individus selon des critères esthétiques ou comportementaux. L'homme a fait cela avec de nombreuses espèces à travers le monde, et ce depuis un sacré bail. Et ce processus de sélection artificielle a alors abouti à ce qu'on appelle la domestication. C'est dans le titre ça aussi. Franchement, c'est ridicule. Le premier animal à avoir été domestiqué par l'homme est le chien, à partir du loup il y a environ 15 000 ans. Pendant longtemps, la théorie dominante était que certains hommes auraient pris l'initiative d'élever des louveteaux, pensant que ces derniers pourraient leur être utiles, notamment pour la chasse. Ils auraient alors sélectionné les individus les moins agressifs, éliminant les autres, ce qui, sur plusieurs générations, aurait amené au premier chien. Cependant, certains fossiles de proto-chiens tendraient à montrer que ce seraient certains loups qui se seraient rapprochés des hommes spontanément. Ils auraient été attirés par les restes alimentaires de nos ancêtres, favorisant les moins farouches qui du coup osaient s'approcher des campements humains pour se nourrir. Quoi qu'il en soit, ce sera la fin du Paléolithique, il y a environ 10 000 ans, qui verra l'explosion de cette pratique avec la sédentarisation d'un certain nombre de groupes humains. Ces derniers passeront alors du statut de chasseur-cueilleur à celui d'éleveur de bétail et d'agriculteur. L'être humain se mettra alors à influer directement sur la nature, par le biais donc de la sélection artificielle, sur les animaux et les plantes, par rapport à ses besoins. Ce sont alors les avantages tirés par nos ancêtres qui prendront le pas sur ceux pour l'espèce sélectionnée elle-même. Par exemple, il n'est pas pratique de ramasser des grains de blé au sol. Aussi l'homme a-t-il sélectionné des formes de blé dont les grains matures restent accrochés à l'épi, facilitant la récolte. Cette variété de blé ne pouvant plus disséminer ses graines par elle-même, elle est de ce fait totalement dépendante de l'activité agricole de l'homme pour sa reproduction, et ne peut exister à l'état naturel. La domestication est donc un changement profond lié à une différence génétique. De simples mutations peuvent être à l'origine d'une grande diversité morphologique, comme le fait qu'une poule de consommation soit 3 fois plus grosse qu'une poule pondeuse. Regarde-moi cette poulette, Guy. Oi, 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 Robert, ça c'est de la volaille de la première classe. Dans certains cas, une mutation radicale peut changer une espèce assez rapidement, dans d'autres cela se fait par processus de sélection progressif. D'ailleurs, un animal domestiqué n'a rien à voir avec un animal sauvage apprivoisé. La domestication est liée à des changements occasionnés par la sélection qui se transmettent génétiquement, alors que l'apprivoisement est un processus complètement différent. Il s'effectue du vivant de l'animal par l'apprentissage et la répétition. Un animal apprivoisé reste sauvage et donc imprévisible. Dragon Ball. En outre, peu d'animaux peuvent être domestiqués. Un exemple étant l'échec qu'a été la tentative de domestiquer le zèbre alors que cela a fonctionné parfaitement pour le cheval. Je veux faire cheval de cirque. Faut laisser les animaux faire leur show. Tada! Sérieux? Il faut pouvoir retrouver chez les espèces domestiquées 6 fondamentaux. 1. Une croissance rapide. 2. Une capacité de reproduction en captivité. 3. Un régime alimentaire végétarien ou omnivore. 4. Un sens inné de la hiérarchie sociale. 5. Une absence de prédation sur l'homme. Et 6. Un comportement peu farouche. Ces caractères, et notamment cette docilité propre aux animaux domestiques, sont donc dépendants de certains gènes. Mais la sociabilisation d'un animal peut également se faire par son infantilisation. Chez la plupart des mammifères, les juvéniles sont sociables, joueurs, curieux et peu craintifs. Ces caractéristiques sont vite perdues chez les animaux sauvages, mais se conservent jusque dans l'âge adulte chez les animaux domestiques. Cette conservation des traits juvéniles à l'âge adulte est appelée néothénie, et on la retrouve chez tous les animaux domestiques. Une hypothèse voudrait alors que les premiers chiens soient en fait des loups restés infantiles qui se seraient rapprochés de l'homme. La sélection naturelle aurait donc engendré une espèce de loup moins craintif qui serait devenu l'ancêtre de nos chiens. Des milliers d'années plus tard, des humains ont alors dû réaliser que certains chiens pourraient leur être utiles et que d'autres leur plaisaient juste pour des raisons esthétiques. L'homme a ensuite commencé à intervenir pour produire les types de chiens qu'il voulait. La sélection artificielle s'est mise alors à prendre le dessus sur la sélection naturelle. Pour les autres espèces, on peut imaginer le même processus.
dominer son instinct de fuite pour accéder à de nouvelles sources de nourriture liées à l'homme, malgré le danger que ce dernier représente en tant que prédateur, a dû être un avantage sélectif qui s'est transmis aux générations suivantes. D'une manière générale, c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans la nature, que ce soit sous la pression des changements environnementaux ou climatiques ou sous la pression de l'homme, les modifications de comportement ou de mode de vie précèdent les changements physiques. C'est ainsi que l'on peut voir des oiseaux qui changent de période de migration et autres animaux qui exploitent les activités humaines. Comme des oiseaux qui font cuire des larves sur des capots de voitures brûlants, ou des singes qui récupèrent et ingèrent le charbon de foyers humains pour pouvoir consommer des plantes qui leur sont normalement indigestes. Ou encore des loups en Colombie-Britannique, au Canada, qui se mettent à avoir un régime piscivore plutôt que de chasser du gibier, et certains groupes de chimpanzés qui vivent à présent dans la savane plutôt que dans des zones forestières. On vous conseille la série documentaire L'évolution en marche, qui présente ces derniers exemples. Par la suite, cette différenciation et ces modifications peuvent même aller jusqu'à une perte de l'interfécondité, comme entre le moustique commun et le moustique du métro londonien par exemple. De leurs petits noms, Culex pipiens et Culex molestus. On vous laisse chercher. Il y a phénomène de spéciation, dont on parlera dans le prochain épisode. Spoilers. Bon, ok, mais tu t'égares. C'est bien gentil tout ça, mais là on parle de critères sélectifs comportementaux. Alors comment ça se fait qu'on retrouve des caractéristiques morphologiques communes à presque tous les animaux domestiques, comme le museau plus court, la denture plus compacte et le cerveau plus petit par exemple? Très bonne question, chien guide. Chien guide? Vraiment? T'es sérieux là? Bah quoi? Je peux bien te donner un petit surnom affectueux, et qui fait écho au sujet de la vidéo qui plus est. Il se fout de ma gueule en plus. Ah, tu préfères Droopy peut-être? Non, je préfère que tu passes vite à la suite. En effet, on retrouve certaines caractéristiques physiques typiques chez les animaux domestiques. Taches blanches, queue en tire-bouchon, oreilles tombantes, ou encore importantes variations de taille. Celles-ci sont courantes chez les espèces domestiques, mais beaucoup plus rares dans la nature. Or, cette observation trouva une explication grâce aux travaux du biologiste soviétique russe Dmitri Belaïev. Alors déjà, c'est qui ce type au nom imprononçable? Dmitri Belaïev est un scientifique russe né en 1917 et décédé en 1985. Da, Dmitri Belaïev, za zdorovie, camarade. Vous allez voir vidéo sur renard domestique de chaîne Le Cabinet de Kilinou et Kaba. Sinon, c'est goulag. Quoi, j'en fais trop? En 1959, Belaïev démarra une expérience de domestication du renard commun par un élevage sélectif des plus dociles et des moins craintifs. Ce qui était assez couillu de sa part, puisqu'à l'époque l'URSS refusait les théories darwiniennes et l'étude de la génétique pouvait valoir la peine de mort. C'est normal en Russie. Cette expérience se poursuit encore aujourd'hui et les résultats sont étonnants. Grâce à l'élevage sélectif, les renards les plus sociables sont devenus très affectueux envers les humains, mais ils ont également évolué physiquement. Les renards sauvages avaient une fourrure gris foncé et un comportement agressif. Or, après 20 générations, leurs descendants sont beaucoup plus sociables certes, mais présentent également des changements morphologiques. Queue plus courbe, oreilles tombantes, pelage de plusieurs couleurs, os plus fins et plus minces. Bref, des caractères physiques que l'on retrouve chez tous les animaux proches des humains. Les renards adultes commencent également à agiter leur queue, comportement inexistant chez leurs ancêtres sauvages. Il y a donc un changement d'aspect qui s'associe à la sélection de la sociabilité et de la docilité. Ces découvertes montrent qu'une sélection par la non-agressivité engendre des modifications physiques spécifiques, principe qui s'applique à presque tous les animaux domestiques. Et peut-être à l'homme. Des milliers d'années d'élevage sélectif ont donc éliminé l'agressivité de nos animaux de ferme et de compagnie. Mais quelques scientifiques pensent que certaines espèces pourraient s'auto-domestiquer. Quoi? Cela signifie que, selon eux, la sélection par la non-agressivité pourrait se faire naturellement, sans l'intervention de l'homme. Pour illustrer ce propos, on peut prendre l'exemple des chimpanzés et des bonobos. Les chimpanzés peuvent présenter des comportements très agressifs et violents, tandis qu'au contraire, leurs proches cousins les bonobos sont très sociables et sont connus pour leur comportement sexuel, disons, singulier. Le sexe c'est trop bien. En outre, les bonobos sont plus enclins à partager avec leurs congénères que les chimpanzés. Ils sont prêts à sacrifier une partie de leur repas pour la donner à un autre. Ça rejoint ce qu'on a dit sur l'altruisme dans l'épisode précédent, et l'effet réversif de l'évolution. Tout à fait, et donc selon cette hypothèse, nous serions nous-mêmes le résultat de l'autodomestication. Les notions de partage et de tolérance seraient en partie liées à la sélection non agressive, qui aurait été un avantage pour la survie de notre espèce à un moment de notre évolution. En bref, la civilisation pourrait être le résultat d'une sélection par la non-agressivité ayant conduit à une autodomestication de l'espèce humaine.
Cette hypothèse pourrait également expliquer pourquoi nous sommes de constitution moins robuste que nos parents disparus, ou pourquoi les bonobos sont plus graciles que les chimpanzés. Mais attention, il y a bien entendu d'autres explications possibles. Ça ne m'empêche pas cependant de trouver cette réflexion intéressante, même si elle demeure discutable et que l'on peut rester sceptique. Une chose est certaine en tout cas, notre évolution a été conditionnée en grande partie par un changement de comportement. Mais qui sait, l'autodomestication pourrait être à l'origine du changement nécessaire pour vivre en société. Si la domestication des animaux nous a aidés à construire la civilisation, l'autodomestication est peut-être ce qui nous aide à la faire perdurer.